Ça, c'est le fait d'investir sur soi, c'est l'un des meilleurs investissements qui est très difficile justement à mesurer. C'est-à-dire, souvent on va penser, ok, j'ai moins d'argent, je vais devoir investir dans ça, mais j'ai pas assez pour investir. L'investissement sur soi, c'est peut-être l'investissement qui est le plus exponentiel et qui est le plus important dans la vie. Alors du coup aujourd'hui on va parler d'une thématique qui est le leadership. Pour commencer, comme d'habitude on commence par quoi? Par une définition, faisant des scolaires. Qu'est-ce que le leadership? Oui. C'est le pouvoir. C'était une question rhétorique. Ah ok, le leadership, c'est la capacité d'un individu à mener d'autres individus justement dans une direction vers des objectifs. C'est un leader contrairement à quelqu'un, un chef qui est désigné soit par un poste, soit par la direction de la hiérarchie. Un leader, un salarié normal peut être un leader. C'est vraiment une capacité. Mais la vraie question, c'est de savoir si on peut développer cette capacité-là. Je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais ce que je vous propose, c'est de vous plonger 60 ans en arrière. Pour une expérience qui a été menée par deux scientifiques, que sont Festinger et Carl Smith. Et ils vont prendre deux groupes d'individus, un premier groupe A et un premier groupe B. Ils doivent faire pendant une demi-heure une tâche répétitive et ennuyante. Et le premier groupe, à la fin, ils viennent les voir en disant qu'il manque quelqu'un dans le personnel et ils leur proposent $1 pour dire au membre suivant, leur présenter l'expérience et la vendre. Leur dire c'est une expérience géniale, elle est passionnante, vous allez voir et tout, moi j'ai adoré et c'est hyper important pour la science. Le deuxième groupe, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils sont payés $20 au lieu d'$1. Et cette expérience-là, c'est l'une des expériences les plus importantes qui a fait un boom dans la psychologie et qui a mis en évidence quelque chose qu'on appelle la dissonance cognitive. Parce qu'on s'est rendu compte, contrairement à ce qu'on peut penser, le premier groupe, celui qui a été payé le moins, a été celui, parce qu'il y a eu une enquête après où on leur a vraiment demandé ce qu'ils en pensent vraiment maintenant, et ce premier groupe, c'était celui qui a été le plus impliqué et qui avait un retour qui était le plus positif par rapport à cette expérience-là. C'est-à-dire que ça les a vraiment passionnés, plus du moins que le premier groupe. Et puis, ils voyaient l'intérêt scientifique de cette expérience plus que le deuxième groupe. Et il y a eu plein d'expériences qui ont été menées par la suite sur des colas entre Pepsi, Coca-Cola, etc. Sur notamment le même principe où on remplaçait les récompenses par le principe, un autre principe qui était les punitions, et on avait exactement les mêmes résultats. Et il y a deux choses qu'on peut en tirer de cette expérience-là. La première, c'est que les personnes, la récompense, elle n'est pas forcément liée à la motivation des personnes, surtout sur le long terme. Ça pouvait effectivement marcher à court terme. Mais la deuxième chose, c'est que 60 ans après cette expérience-là, c'est que la plupart des entreprises, la plupart des managers ont encore un système de motivation qui se base uniquement sur les récompenses, uniquement sur la punition, et ils laissent tout le reste au hasard. C'est-à-dire, ils catégorisent des salariés, ils catégorisent des gens en disant lui il n'est pas motivé, lui il est motivé, etc. En laissant tout ça quelque part au hasard. Et on peut parler de cette expérience-là plus en détail, on en parlera peut-être après s'il y a des questions-réponses, parce que c'est vraiment intéressant et je vous laisserai peut-être par email ou je vous enverrai les résultats exacts, parce que c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant à se poser, c'est est-ce qu'on peut développer sa capacité de leadership? Souvent quand on parle de leadership, c'est connoté avec le charisme, avec quelque chose d'inné. Et surtout la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est-ce qu'on peut influencer le comportement d'autres personnes? Alors j'ai une mauvaise nouvelle, on ne peut pas influencer le comportement d'autres personnes, du moins pas à 100%. Calme-toi, du moins pas à 100%. On peut contrôler à 100% deux choses dans la vie, ses pensées et ses actions. C'est pensé. Ses pensées et ses actions. C'est les deux seules choses. Ses propres pensées. C'est les deux choses qu'on peut contrôler. Ses pensées, ses actions. Le comportement d'autres personnes, on peut l'influencer, mais on ne peut pas le contrôler à 100%. Et à partir du moment, il y a Albert Einstein qui a cette, j'adore
cette définition de la folie. Qu'il est la folie, c'est le fait de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est ça la folie. Et à partir du moment où on souhaite changer un résultat, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans son comportement personnel, que ce soit dans l'impact qu'on peut avoir sur les autres, bah, ça se passe par essayer de nouvelles choses. Et essayer de nouvelles choses, ça passe par sortir de cette fameuse zone de confort et d'évoluer dans ce qu'on appelle la zone de challenge ou la zone d'apprentissage, où là pareil, il y a eu plein d'études scientifiques qui ont été faites. La première, ça date de 1908, où déjà on a défini une certaine zone de stress où les performances étaient optimales. La zone de confort, on reste dedans, on a une certaine performance qui est complètement linéaire, qui est attendue parce qu'on est en pleine confiance, on a déjà ses capacités, on se base un peu sur ses acquis. À partir du moment où on a tendance à se challenger, toutefois sans tomber sur ce qu'on appelle la zone de panique, où là le stress, l'anxiété, elle est tellement haute que c'est contre-productif, et bah évoluer, acquérir de nouvelles compétences, influencer les autres, ça passe justement par challenger cette zone de confort. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, on va remonter un peu le temps, en 2006. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait 18 ans, qui n'avait pas du tout confiance en lui, qui était tellement maladif, je ne parle pas de la timidité normale, voilà, je suis un petit peu timide, introverti, mais qui était vraiment timide, maladif, au point d'avoir une conversation avec une seule personne, ça le stressait. Je ne vous parle même pas de parler devant 1000 personnes ou de parler avec une assemblée comme ça. Et ça aurait été un miracle à l'époque que cette personne puisse parler devant plus de 2 personnes. Ben, cette personne-là, c'est moi. Aujourd'hui, c'est mon métier. Je me tiens devant vous. En 2 ans, j'ai fait un peu plus de 50 conférences, certaines devant plus de 1000 personnes. J'ai fait 3 conférences TED, qui sont les conférences les plus sélectives, les plus réputées un peu dans le monde. Et il y a eu ce jour de 2006 qui a complètement changé ma vie. C'était un soir d'hiver, je crois. Et j'ai découvert l'existence d'une discipline qu'on appelait le développement personnel et l'amélioration de soi. Et ça m'a complètement bouleversé. Vous imaginez ce que c'est? On vous dit, contrairement à ce qu'on pouvait me répéter quand j'étais enfant, où mon père nous emmenait pour visiter un golf qui était en construction, puis il construisait un héliport, etc. Et il conclut cette visite par « mais il ne faut pas rêver, ça c'est pas pour nous, c'est pour les gens de la haute société ». Et vous imaginez là pour ce gosse qui avait ces croyances limitantes que le monde se divise en deux, soit on a de la chance, soit on a confiance en soi, soit on a des aptitudes, soit on est né au bon endroit, on a les bons parents, etc. Et maintenant ce monde merveilleux, on nous explique qu'il y a une science, qu'il y a des choses, qu'il y a des astuces, qu'il y a quelque part un jeu. Et si on comprend ces règles du jeu, ben on peut influencer son destin. Et 10 ans plus tard, je vais me lancer, donc c'était il y a 3 ans, fin 2015, j'ai eu cette idée-là, où à la fin de chaque année, je faisais une liste des objectifs, sauf que cette année-là, je me suis dit, tiens, ce qui serait marrant en fait, c'est de lister, puis j'ai commencé à avoir des objectifs, des choses à réaliser, c'était 10, 20, 40, 60, ce qui serait marrant, c'est de faire chaque jour, pendant 365 jours, au moins un défi, même le plus petit, pour sortir de ta zone de confort et quelque part voilà, reprendre le contrôle de ton destin et élargir ce champ du possible. Et c'est ce que je vais faire pendant 2016, chaque jour, des fois juste des défis hyper simples. Un des défis, ça pouvait consister, c'est pas me bander les yeux de vivre dans la peau d'un aveugle pendant une demi-journée. Un autre, partager un repas avec un sans-abri, essayer une nouvelle technique, assister à une conférence, lire un livre, ne pas manger de sucre, essayer une nouvelle méthode de sport, etc. Et travailler le week-end. Bon, ça, c'est vrai, j'ai jamais arrêté. T'allongé sur une place publique. Sur une place publique, si vraiment les gens passaient, etc. Moi, je vois qu'il y a des fans qui suivent un peu tout depuis le début. Et des choses qui demandaient un peu plus de préparation, comme courir un marathon alors que j'avais jamais couru plus de 5 km. D'autres comme faire une conférence devant plus de 500 personnes, ma première alors que j'avais jamais fait de conférence. Voyager tout seul sans préparation, dormir chez l'habitant, etc., etc. Et petit à petit, ce qui a commencé comme une expérience individuelle, comme un blog personnel, s'est transformé en une communauté de plusieurs centaines, milliers, plus de dizaines de milliers de personnes. Et on m'a donné un peu ce rôle justement de leader, ce rôle où on me demandait conseil, on me posait des questions. Et la question qui revenait quasiment le plus souvent, que ce soit dans les conférences, les meet-up ou par message ou commentaire, c'est comment tu fais pour tenir sur la durée, pour rester motivé,
Et certaines personnes me disaient, mais tu as l'air en plus de t'amuser en le faisant. Comment ça se passe? Enfin, comment tu fais? C'est quoi le secret? Je n'avais pas la réponse en fait. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est entre 2006 et 2016, je me suis contenté à 99% des cas d'assister à des conférences, de lire des livres, j'en ai lu des centaines, d'accumuler le savoir, mais sans jamais oser sortir de cette zone de confort, sans jamais passer à l'action. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui faisait que maintenant j'arrivais à me dépasser? Quel est ce code un peu du dépassement de soi? Quel est ce code maintenant qui fait que j'inspire des personnes alors qu'avant j'étais plutôt dans le sens inverse où je cherchais à être inspiré et puis j'avais plein de croyances limitantes. Et je vais me former pendant plus d'1 an en gardant mon travail dans plusieurs disciplines, que ce soit la psychologie, que ce soit la PNL, que ce soit même des choses comme l'hypnose, etc. Et je vais finir par trouver une base de réponses dans ces disciplines-là, mais les vraies réponses, je vais les trouver dans ce qu'on appelle une discipline qui est la gamification, qu'on appelle en français ludification, et qui est le fait de transposer les mécanismes psychologiques du jeu dans d'autres disciplines, soit dans le management, la formation, le marketing, etc. Et on peut souvent penser que la gamification, c'est mettre des badges, des points, etc. et que c'est copier des jeux vidéo. Sauf que les jeux vidéo, c'est le meilleur exemple de gamification. C'est pas la gamification. Et que l'être humain, pour sortir de sa zone de confort, passe forcément par la gamification. Que ce soit les mammifères ou que ce soit les êtres humains. Pour ceux qui ont des gosses, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent pour apprendre. Et c'est la meilleure façon pour apprendre. Sauf qu'à un certain âge, on arrête de jouer. Il faut être sérieux maintenant. Et c'est comme ça que, défi ultime, je vais quitter mon job de cadre commercial et marketing et je vais fonder Goodbye Comfort Zone, la start-up, avec une triple approche. Non seulement sélectionner justement le meilleur des études, les meilleures des méthodes, des stratégies, de l'amélioration personnelle, du développement personnel, où je travaille aussi avec une équipe d'une vingtaine d'experts de différentes disciplines, mais y apporter une approche progressive du dépassement de soi avec justement ce modèle de la zone de challenge et de la zone de confort, et surtout y ajouter des mécanismes psychologiques du jeu qui sont utilisés dans la gamification. Et Goodbye Comfort Zone aujourd'hui, c'est un produit principal qui est un jeu en immersion réelle où les joueurs ont des challenges, ont un scénario progressif, des scénarios thématiques, confiance en soi, efficacité, énergie vitale, etc. Ils ont des challenges pendant 30 jours et chaque jour ils doivent immortaliser un challenge avec une photo, ils débloquent des points, ils discutent entre eux, ils ont des choses un peu, des codes secrets avec des codex qu'ils doivent soumettre pour vraiment évoluer dans un univers qui est complètement ludique, où ils oublient au final pourquoi ils font des actions, tellement ils sont pris par quelque chose de beaucoup plus motivant. Et au final, développer sa confiance en soi, développer son leadership, développer toutes ces compétences-là devient une conséquence de leur action, une conséquence du fait qu'ils élargissent cette zone de confort. Et l'approche pour les entreprises que j'ai avec mes conférences, c'est tout ce que je peux dire maintenant, ça ne va globalement dans 99% des cas servir à rien. Parce que l'équation du succès, l'équation du changement, elle est double en fait. C'est savoir multiplié par passage à l'action. On peut parler autant qu'on le veut de savoir, et le savoir aujourd'hui n'est plus du tout un enjeu. Parce que tout ce que je peux vous faire, vous pouvez le trouver, vous pouvez le trouver sur Google, avec une simple recherche, sur des livres qui ne coûtent pas cher, etc. Le savoir, c'est plus du tout un enjeu. On est à un clic de trouver n'importe quelle expérience, un article de blog qui résume 20 ans d'expérimentation, d'expérience de quelqu'un. Donc le savoir, c'est bien, j'adore quand on me dit après une conférence, ça m'a inspiré, etc. Mais ça, c'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est le passage à l'action. Et ça, c'est valable aussi pour le leadership. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est qu'il ne suffit pas juste de savoir des choses, il ne suffit pas juste de les communiquer aux autres. C'est qu'il y a un code du comportement humain qu'on va essayer de déchiffrer pour mieux comprendre, avoir une vision à 360 sur le leadership et sur la capacité de comprendre les motivations d'autres personnes et surtout comment on peut les influencer. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade avant qu'on attaque le vif du sujet? C'est clair?
On va commencer par s'intéresser à l'un des modèles qui est utilisé par les plus grandes startups et sociétés du monde, que ce soit Facebook, LinkedIn, Google, etc. et qui est utilisé pour influencer notre niveau d'engagement et de motivation à utiliser leurs solutions. C'est un modèle qui s'appelle l'Octalysis Framework, qui va utiliser plusieurs, on va dire, leviers psychologiques humains pour influencer notre comportement. C'est aussi utilisé par les scénaristes des séries, des films, par les marketeurs pour influencer justement le comportement et nous pousser, voilà, à être sur nos smartphones toute la journée, à guetter les notifications et à justement faire plein de choses qui sont parfois contraires à notre intérêt, du moins à l'intérêt conscient qu'on a exprimé. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on va essayer de justement tirer quelques-uns de ces leviers psychologiques pour les utiliser dans le cadre du management et pour les utiliser dans le cadre de comment devenir un meilleur leader, non pas en influençant directement les autres, mais d'abord en influençant son comportement. Parce qu'un leader, tu allais tout à l'heure le définir, comment tu le définirais, Camille? Pour moi, c'est le pouvoir qu'on te donne, c'est pas le pouvoir que tu prends. C'est une place qu'on te donne. Exactement. Et un leader, c'est quelqu'un qui va d'abord inspirer par son exemple personnel. C'est quelqu'un où on va se sentir tellement... Il n'a pas besoin justement d'avoir ce pouvoir de la récompense ou de la punition pour pouvoir inspirer le comportement d'autres personnes. Un leader, c'est quelqu'un qui va être tellement habité, tellement passionné, tellement déjà en train de faire ce qu'il fait, sans même en parler aux autres, et qui va les inspirer indirectement via ce pouvoir-là, qui est le pouvoir de l'action, le pouvoir d'être en phase avec sa mission, avec ses valeurs. Et on va voir maintenant 6 mécanismes de la motivation et de l'engagement. Et le premier, c'est le plus important, c'est le pourquoi. C'est avoir un grand pourquoi. C'est dans tout le management qu'on peut avoir envers les autres. Ça, c'est globalement la chose la plus primordiale et c'est aussi celle qu'on a tendance à très vite oublier. Dès qu'on a fait le business plan, dès qu'on a fait la réunion pour lancer les objectifs, on a notre grand pourquoi parfois. Certaines fois, c'est encore pire, on ne l'a même pas. Puis on l'oublie. On va faire des réunions tout au long de l'année, sauf que les gens vont oublier le grand pourquoi. Quel est le grand pourquoi derrière la mission d'entreprise? Le BNI, par exemple, quel est son grand pourquoi? Pourquoi vous êtes là tous aujourd'hui? Nous ou les membres? Vous et les membres. Enfin, c'est quoi la mission principale du BNI? Développer le business. Permettre à des entrepreneurs de développer leur business. Pourquoi? De construire des groupes de business qui vont s'échanger des recommandations. Ça, c'est le comment. Le pourquoi, c'est la mission, c'est les valeurs à défendre. Développer son business. Il y a la règle des 3 why, des 3 pourquoi, et on trouve en fait la valeur principale qui font une entreprise ou un individu, généralement en posant 3 fois la question pourquoi. Donc le comment, effectivement, ça c'est la mission, on va dire, de manière business, c'est développer le chiffre d'affaires des gens. Ok, parfait. Ouais. Mais pourquoi? Pour être plus dans la réussite, pour atteindre des objectifs personnels. C'est de gagner plus d'argent pour leur permettre d'atteindre ce qu'ils veulent. Mais pourquoi ils ont intérêt à gagner plus d'argent? Pour leur atteindre leur rêve à eux, changer de voiture, embaucher. Leur rêve, ça c'est un grand pourquoi. C'est souvent quand vous voyez des grandes entreprises un peu où il y a un gourou, etc., qui va expliquer la mission d'entreprise. Google, ils ne vont pas vous expliquer que c'est un moteur de recherche. Pour eux, leur objectif, c'est de rendre l'information plus accessible pour un monde plus sûr, etc. Facebook, pareil. Garder les gens connectés, c'est pas, etc. C'est vraiment la mission, le grand pourquoi. Et ça, c'est hyper important d'en parler à chaque fois qu'on a des objectifs, à chaque fois, juste le rappeler. Il suffit juste de le rappeler. Là, tu en as parlé, genre vivre ses rêves, tu vois, c'est beaucoup plus puissant que de développer son résultat. Développer son résultat, c'est même si c'est dans l'intérêt des personnes, on a un système de récompense qui est juste conscient, sauf que justement, dès qu'il s'agit de sortir de cette zone de confort, dès qu'il s'agit de se challenger, qu'on soit un membre, qu'on soit un directeur, c'est là où le grand pourquoi aura cet impact-là, non seulement de nous motiver sur le court terme, mais de garder la motivation sur le long terme. Parce que par exemple, pour une mère de famille, ou pour quelqu'un qui veut perdre du poids, souvent c'est l'un des, surtout à ce moment-là de l'année, avec les gens qui sont actuellement sur le jeu Goodbye Comfort Zone, c'est l'un des objectifs qui revient le plus. Je veux me remettre au sport pour perdre 5 kilos, etc. Et souvent quand tu cherches le pourquoi derrière ça et quand on travaille vraiment, ça devient 10 fois plus motivant pour la personne. Par exemple, pour une mère de famille,
on revient à un grand pourquoi où c'est pour avoir plus d'énergie, pour après le travail le soir, pouvoir jouer avec mes enfants, ne pas juste être affalé sur le canapé, etc. C'est pouvoir. Et là, on a un grand pourquoi, avoir plus d'énergie pour passer du temps avec mes enfants. Alors que le petit pourquoi tu veux perdre du poids, pour être comme dans les magazines, pour être, etc., c'est pas un vrai pourquoi. Et puis, il finit tout le temps par être dépassé par quelque chose, par la vie, etc. On se dit, mon objectif, parce que notre objectif à tous dans cette salle, et tous les individus dans le monde, on a un point en commun. C'est pas qu'on veut être plus riche, c'est pas qu'on veut développer son business, c'est pas qu'on veut être indépendant libre, c'est qu'on veut être épanoui, qu'on veut être plus heureux éventuellement. Sauf que pour passer d'un point A à un point B, mathématiquement, c'est sur la route qu'on va passer le plus de temps. Et c'est aberrant d'avoir un discours ou d'imposer un discours aux autres où tu leur expliques que globalement, il faut être malheureux sur la route pour éventuellement arriver un jour à cette destination qui est la réussite. Et c'est d'autant plus aberrant que cette destination-là n'existe pas. Il y a un point B, après il y a un point C, il y a un point D. L'être humain, il est comme ça. Genre moi, mon rêve, c'était, il y a encore 3 semaines, d'avoir plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est 250 000, ce sera 1 million, etc. C'est tout le temps comme ça, il y a tout le temps plus, parce que le progrès, c'est ce qui crée l'épanouissement, et ce sentiment de progrès-là, il est très lié justement au bonheur. Et justement, la gamification et comprendre les mécanismes du comportement humain, ça permet d'être dans une zone justement de challenge où on peut s'amuser tout en se dépassant. Et c'est ça en fait la clé principale. Le deuxième mécanisme, c'est un système de progression. C'est le cerveau humain est très mauvais pour mesurer la progression à long terme. C'est-à-dire tout ce qui est ce qu'on appelle des rewards, des accomplissements, des récompenses à très, très court terme, le cerveau il adore ça. Que ce soit manger un gâteau, faire la fête avec ses potes, etc. Ça, on a directement des niveaux de dopamine qui vont être élevés à court terme et on arrive à mesurer justement le progrès. Quand on va se fixer une vision à long terme et qui plus est quand on veut mener des gens, mener des équipes dans cette vision-là, il faut savoir, Camille par exemple, elle va avoir ce pouvoir-là qu'elle a de pouvoir, pendant une réunion, vous inspirer, vous pousser, vous transmettre une vision. Mais une fois qu'on est tout seul, une fois qu'une semaine s'est passée, une fois que de l'eau a coulé sous les ponts, si on n'a pas un système de progression, on ne sait pas en fait, on a l'impression de courir sur un tapis roulant. Et on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas si ce qu'on a fait est bien, si on a avancé, si on a reculé, etc. Et l'une des choses primordiales, et j'adore cette phrase qui dit que les gagnants ont des systèmes et les perdants, les losers, ont des objectifs. Se fixer juste un objectif, c'est pas suffisant. Avoir un système pour l'atteinte et qui plus est pour la mesure de cet objectif-là, et je pense que vous avez plein d'outils pour mesurer justement les KPI pour l'entreprise et pour les gens, mais c'est hyper important de savoir à chaque point où est-ce que j'en suis. Dans les jeux sur Facebook, sur LinkedIn, par exemple LinkedIn, ils ont mis en place un outil qui est hyper simple, qui était une barre de progression quand vous inscrivez avec des niveaux. Vous mettez une photo, vous gagnez 50 points, vous ajoutez 10 contacts, etc. Et ça a augmenté leur taux de rétention, ça a augmenté le nombre de personnes qui complètent le profil, mais j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est ahurissant, c'est exponentiel, c'est du x20, voire du x30. Juste avec ça. Et ça, c'est un système de progression, de mesurer justement via des points où les gens se prennent un peu plaisir dans ça en disant il me manque, comment je peux avoir les 50 points manquants, mais justement il faut que j'ajoute 50 personnes, il me faut 5 recommandations, etc., etc. Donc, on peut le mesurer, et quand on peut mesurer justement son avancée ou les avancées des gens qu'on va suivre, c'est hyper important. Par rapport au BNI, vous avez un système pour mesurer la progression, alors non pas des directeurs, ça j'imagine, mais des membres. Par exemple, savoir à un temps, à un point P, l'implication d'un membre. On a ce qu'on appelle des indicateurs de performance, donc chaque membre, ils ont des points avec des couleurs un peu comme ça, où ils ont des petits carrés, et ils savent sur tel point où ils en sont, et s'ils sont en progression, ils ont un truc de couleur comme ça, ils sont ou dans le gris, dans le rouge, dans le jaune, dans le vert. Okay. Et ils peuvent avoir cette progression. Nickel, parfait. Sachant que l'objectif qu'on communique, c'est 100% les membres dans le vert. Mais ce qu'on cherche, c'est que tout le monde passe ce qu'on dit le gris au rouge au jaune, le jaune au vert.
C'est parfait. Juste, est-ce que les objectifs, c'est lié sur des résultats ou sur des actions? Les deux. Ouais. Les deux, il y a un peu des deux parce qu'on dit que c'est plutôt des indices de participation. Il y a quand même des résultats, mais il y a des choses comme la présence et le fait de faire des entretiens tête à tête, de prendre des rendez-vous. Nickel. Ça, c'est Parfait. des éléments qui te font marquer des points, mais tu as aussi des conséquences. Parfait, parfait. Parce que c'est ça en fait qui est le plus important et j'y reviens sur les deux choses qu'on peut influencer, nos actions et nos résultats. Souvent pour avoir managé les commerciaux, et les commerciaux vous savez à quel point c'est hyper difficile quand on manage des commerciaux sur des équipes parce que déjà le tempérament, on pense qu'il y a des gens qui sont nés pour être commerciaux, etc. Pour moi c'est complètement faux. C'est à partir du moment où tu indiques à quelqu'un dans un jeu quelles sont les règles du jeu et qu'il suffit juste via ses actions et se détacher parfois un peu des résultats pour pouvoir progresser et que les résultats deviennent des conséquences de ces actions. C'est-à-dire, moi quand j'avais des commerciaux, on avait mis des systèmes avec des challenges, on avait testé, on m'avait laissé carte blanche pendant un mois pour, au lieu que ce soit de taper sur les doigts des gens parce qu'ils n'ont pas réalisé leur chiffre d'affaires, inverser pendant les premiers mois le management des commerciaux et que ce soit uniquement sur leurs actions. C'est-à-dire, tu passes 50 coups de fil par jour de prospect. Tu essaies d'avoir 2 rendez-vous physiques par semaine avec des clients. Tu envoies au moins 50 devis, etc. Et ça, c'est des choses qui sont basées sur les actions. On se détache des résultats dans un premier temps, on y revient par la suite et tout pour quand même diagnostiquer si la stratégie n'est pas bonne. Parce que le savoir, succès égale savoir multiplié par action. Donc, à partir du moment où les résultats ne vont pas, c'est soit le savoir, donc la stratégie suivie, soit c'est le passage à l'action qui n'est pas suffisant. Et ça a été révélateur pour notamment tous ceux qu'on recrutait soit en stage, soit en alternance, qui n'avaient pas d'expérience, qui n'avaient jamais fait de commercial. Et d'un coup, ils comprenaient les règles d'un jeu. Ils comprenaient comment on pouvait avancer, gagner justement des choses. Il y avait des challenges avec des places de cinéma pour celui qui passait le plus d'appels sortants, celui qui passait le plus de temps avec au téléphone avec ses prospects, etc. Et ces personnes-là, c'était directement corrélé avec le résultat. C'est-à-dire, une fois qu'on passe à l'action, les résultats vont suivre par la suite, à condition bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est doublement puissant, à la fois pour soi-même, c'est-à-dire suivre sa progression, et à la fois pour les autres. C'est-à-dire arriver à faire des systèmes pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à cette vision, par rapport à ce grand pourquoi. Troisième levier, les récompenses, on y revient. Alors, ce que je disais au début, c'est que se baser uniquement sur les récompenses ou sur les punitions, c'était pas suffisant. Mais effectivement, ça fait partie des choses d'un système, d'un tout, où une fois qu'on lie nos actions de dépassement de soi à des récompenses, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, c'est là où ça prend tout son sens. Mais ça, c'est que la récompense n'est pas la même chose. La difficulté quand on est un leader, c'est d'identifier quelles sont les récompenses qui correspondent à telle personne. Ici, dans l'équipe, ils n'ont pas tous besoin de... Ce qu'on appelle la récompense, c'est un peu le retour, la reconnaissance, mais ils n'ont pas tous besoin de la même chose. C'est pas forcément financier. Exactement. C'est exactement ça. Récompense, c'est pas uniquement financier. Les récompenses, c'est quand on est par exemple un leader, c'est comment on peut récompenser des gens. De la valorisation. De la valorisation. Le voir déjà le résultat. Exactement. C'est déjà une reconnaissance. Une attention. Exactement, de l'attention, de la valorisation. Un câlin. Du temps. C'est bien. Un chèque, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais Oui, ça peut être de l'affection, ça peut être de l'empathie. Complètement. La reconnaissance, quoi. Ça peut être de la formation, enfin il y a plein de choses, c'est pas que de l'objet financier pur, quoi. Non, mais c'est pas. D'ailleurs, c'est pas que l'objet financier, c'est quelque chose quasiment d'obligatoire dans notre société. Enfin, on arrive à faire accomplir des choses bénévolement aux gens qui ont le pourquoi est assez puissant, comme par exemple dans les œuvres humanitaires, etc. C'est le pourquoi est tellement puissant qu'il n'y a pas besoin de récompense, mais il y a des récompenses qui sont la reconnaissance, qui sont même, ce que je dis souvent aux gens qui me suivent quand ils ont des défis en termes de contribution, c'est si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous-même. On se sent mieux, on se sent utile quand on aide les autres et qu'on contribue aux autres. Donc la valorisation, effectivement, via les récompenses, c'est quelque chose d'hyper important pour un bon leader. C'est savoir à la fois, on va dire entre parenthèses, punir, mais aussi récompenser. Recadrer les personnes quand il le faut, dire non, être ferme, mais juste, mais également à la fois récompenser. Pas juste être dur
ou pas juste à chaque fois lever la barre quand on l'a atteint et qu'on se dise bah, si vous l'avez atteint c'est que c'est trop simple. Donc maintenant on va partir sur des nouveaux résultats pour le trimestre qui va arriver et je suis sûr que vous êtes capable de les atteindre et tout. À partir de ce moment-là où il n'y a pas ce système de récompense, ce système-là de valorisation où inconsciemment le cerveau va créer des mécanismes avec la dopamine, avec des choses où il les lit inconsciemment, c'est-à-dire une fois que je fais ça, que je me dépasse, en fait j'ai un sentiment d'accomplissement personnel, donc automatiquement on rentre dans ce qu'on appelle la boucle virtueuse du dépassement de soi et la boucle vertueuse où on sait à partir du moment où hop, action égale résultat égale un sentiment positif, ben, on a envie de recommencer. Et quand le sentiment est négatif, on n'a pas envie de recommencer justement. Et c'est là où on peut avoir une stratégie d'évitement et de reculer, de se braquer, etc. Quatrième levier, les interactions sociales. Un jeu qui peut être joué à plusieurs personnes, ça tout le monde le sait, il est 10 fois plus amusant. Et justement pour des leaders, pour pouvoir justement ajouter des doses supplémentaires à l'influence des gens, les interactions sociales, c'est l'un des outils les plus puissants, que ce soit pas forcément via la compétition. La compétition ça marche beaucoup plus d'ailleurs pour certains profils qui sont des compétiteurs, qui ont un certain ego et qui aiment bien être dans la performance, mais ça marche aussi quand on a un sentiment d'appartenir à une équipe, de faire partie d'un tout et de défendre justement une vision globale. Et le système avec l'appartenance, avec les interactions sociales, c'est ce qui vient boucler en fait celui de la vision et c'est ce qui vient aussi boucler celui de la progression où on peut se comparer avec d'autres personnes. Donc un système où on a des interactions sociales, où on n'est pas juste individu par individu, ça démultiplie en fait le pouvoir de l'action et de l'influence qu'on peut avoir sur les autres. Autre mécanisme qui explique qu'on check tous nos emails et Facebook 30 fois par jour en moyenne, c'est un mécanisme qui est celui du hasard et de la variété. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur des souris et puis par la suite sur des êtres humains, qui globalement, il y avait un bouton et si tu appuyais sur le bouton, à chaque fois tu avais une récompense. Et bien c'était beaucoup moins puissant que quand c'était complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on devenait complètement addict. Quand tu appuyais, tu ne savais pas, et tu avais des souris qui passaient leur journée à appuyer juste pour savoir avoir cette récompense. C'est exactement pour ça qu'on check nos emails. Peut-être c'est un bon de commande, peut-être c'est un message de l'être aimé, mais peut-être c'est juste une newsletter ou un spam ou sur Facebook, Tati Daniel qui envoie une invitation. Ou un PV. Et ça c'est hyper puissant. Mais la question que vous allez vous poser, c'est comment appliquer ça. Et on va prendre deux exemples. L'exemple personnel, dans nos propres objectifs, parce qu'être un leader, l'une des choses principales, c'est que ça commence par soi, ça commence par l'exemple, ça commence par, si on veut donner une vision et pas juste être un boss qui dit « je t'ai embauché pour faire ça, donc tu dois le faire et tout », ce qui est quasiment impossible pour vous parce que c'est des membres et vous avez globalement aucune hiérarchie vis-à-vis d'eux, donc ça se passe via le leadership et ça se passe via le fait d'être exemplaire et de faire parfois 2 fois ce qu'on leur demande et l'idée par l'exemple. Donc dans le hasard et la variété, par exemple, quand je faisais 365 jours de défi, au bout de 3-4 mois, je commençais non seulement à m'ennuyer, mais à rentrer dans une certaine routine où je prenais beaucoup moins de plaisir à me dépasser, à mettre en place des choses, etc., que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Et l'une des choses qui a été géniale, c'est que j'ai pris une boîte à chaussures, j'ai noté toutes les idées, j'en avais une cinquantaine à peu près de défis qui pouvaient être réalisables dans la journée. C'est-à-dire ça ne demandait pas plus de temps de préparation. Au voyage, merde, aujourd'hui en Grèce. Et du coup, du lundi au jeudi, je faisais, vu que je travaillais, je faisais que des choses que je pouvais réaliser dans ma journée. Donc ça pouvait être prendre un cours de danse, ça pouvait être des choses et tout. Puis j'ai mis tous ces papiers-là dans une boîte à chaussures. Puis la première chose que je faisais le matin, c'est que je me réveillais avec un grand smile, comme un gosse le matin de Noël, en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Calendrier de l'Avent. Ça, le calendrier de l'Avent, c'est un exemple commercial de l'application de ce mécanisme-là. Mais qu'est-ce qui est encore plus puissant que ça? Les casinos sont basés sur ça. Les machines à sous, on pense souvent que les machines à sous, c'est les récompenses. Il y a des choses qui sont comme la bourse, comme l'investissement et tout, où c'est plus sûr, ça peut rapporter plus, voire autant.
mais qui sont beaucoup moins plébiscités, surtout on y prend beaucoup moins de plaisir que les machines à sous, que le poker, où il y a cette notion-là de hasard, cette notion-là de est-ce que c'est mon jour de chance, est-ce que je vais tomber et tout, etc. Et dans l'organisation professionnelle, ça peut être aussi dans des groupes qui est une notion de hasard, qui est une notion un peu de où les gens viennent en étant excités, où ils ne savent pas, par exemple, soit lié à la récompense, soit lié à un rôle. Alors à la fois, c'est important de valoriser les gens, par exemple, en désignant quelqu'un, mais ça peut être genre un tirage au sort, et que quelqu'un, par exemple, anime une partie de la réunion, ou si vous avez, enfin, j'ai cru comprendre que vous avez des infos commerciales, et est-ce que c'est prévu d'avance pour les personnes? Oui, mais parfois, on dit la semaine prochaine, voilà, on tire au sort et vous présentez telle personne. Sauf que ça peut être stressant pour d'autres personnes. C'est sûr. Et l'idée, c'est comment trouver quelque chose. Ou alors on fait déguisé. Parfois, on donne des thèmes. Une fois par mois, on essaie de donner un thème à ça. Non, par contre, là où il y a du hasard et de la variété, je parlais de cadeaux. À la fin de chaque réunion, on a un conférencier qui, pendant 10 minutes, explique son activité, fait une spécialité. Et à la fin, il y a un tirage au sort pour un cadeau. Il doit offrir un cadeau à quelqu'un du groupe, un membre du groupe. Donc là, effectivement, on attend tous que son nom soit tiré au sort, mais tu ne l'as seulement que si tu as recommandé les autres durant la semaine. C'est-à-dire que, excuse-moi, à la fois, c'est la récompense. C'est le hasard. Récompense hasard variété par rapport aux objectifs du système de progression. Parfait. Voilà, donc c'est tip top. Ouais, c'est un point sur l'un. Ouais, pour certains, t'es pas attentif, hein. T'as pas envie, t'es pas patient plutôt. Le cadeau il est pourri. Oui, ça dépend. Ce qui est toujours intéressant dans ça, en fait, C'est toujours content d'avoir un cadeau. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, pour des individus différents, je ne l'ai pas amené, mais ça, en fait, ce schéma, c'est on a une note à chaque fois sur 10, et on va pouvoir diagnostiquer soit un projet, en disant à quel point il utilise chacun des mécanismes, et on peut aussi, c'est encore un peu expérimental, mais diagnostiquer des individus à quel point tel mécanisme fonctionne sur telle personne, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un système qui, à chaque fois, va cibler tout le monde, et effectivement, des personnes vont être plus sensibles aux récompenses, au hasard, à la variété. D'autres personnes, elles seront plus sensibles au sens, plus sensibles aux interactions sociales et à la progression. Mais c'est complètement vrai ce que cette remarque, que sur certaines personnes, c'est moins important que sur d'autres. Et enfin, c'est un enjeu. Quel est l'enjeu en fait? On a vu le grand pourquoi, c'est parfait. C'est d'aider les gens à vivre leurs rêves, à être en phase justement avec la vision qu'ils ont pour leur business. Mais un jeu où il n'y a aucun enjeu, où il y a justement, voilà, je vous dis, peu importe, on va jouer, peu importe ce que vous faites, etc. Vous pouvez réussir ou échouer, ça n'a aucun enjeu et tout. Personne ne sera assez engagé dedans. Et justement, la capacité qu'on peut avoir à les influencer sera d'autant plus limitée. Et ça, je pense que vous l'avez très bien justement avec le système que vous avez instauré, des présences. Au bout de 3 fois, il y a un vrai enjeu à être exclu du groupe. Et d'un point de vue également personnel, d'un point de vue de son développement personnel, c'est la question à se poser, c'est ok, j'ai mon grand pourquoi, mais quel est l'enjeu pour moi de devenir un meilleur leader? Tu vois, je fais un truc, vous voyez juste les garçons, de ce qu'on peut vivre parfois dans des groupes où ils ne se bougent pas, là peut-être ce qui manque c'est l'enjeu. C'est pourquoi j'inviterais? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Pourquoi je me forcerais à sortir de ma zone de confort, à inviter, à mobiliser, à créer ce groupe? Parce que quoi qu'il arrive, je suis dedans, j'ai payé ma cotisation, je suis dedans. Donc vous voyez, dans vos groupes en redynamisation, dans des groupes qui stagnent, ce qui manque peut-être, c'est l'enjeu. Faire le jeu du parrain, le jeu du meilleur parrain. Ouais, mais je pense qu'il y a... Tu vires ceux qui n'ont pas invité 2 personnes pour la redynamisation. Ça, c'est un vrai enjeu. Oui, l'enjeu, c'est un peu la compétence, c'est ça. La compétence à la fois, qui est d'ailleurs parfois utilisée beaucoup par les marketeurs, qui est un système, ça s'appelle aussi scarcity, un peu la peur, enjeu et tout, pour créer un sentiment de rareté, un sentiment de telle offre, et les limiter 48 heures. Je peux vous dire, pour avoir fait un lancement et utiliser tous ces mécanismes-là dans le marketing, celui-là est le plus puissant. C'est-à-dire que j'ai un pack qui est à 249 au lieu de 750 pour jouer au jeu avec les 5 modules. Et on a fait quasiment 20 ventes en une semaine parce qu'il y a une barre qui augmente, c'est des places limitées pour cette première cohorte de challengers. Et les gens m'écrivent en disant j'ai pas assez de sous, est-ce que tu peux me réserver une place pour la fin du mois, etc. Puis ils finissent par trouver une carte bleue. C'est l'enjeu, c'est le fait d'avoir ce système-là un peu de peur ou de rareté qui va
donner du sens au reste et donner aussi le sens à l'urgence. Parce que tant qu'il n'y a pas d'urgence dans l'action, tant qu'il n'y a pas d'enjeu, on va, vous savez, demain, je vais me lever tôt, demain, je vais faire ça et tout, et le lendemain, on s'arrête, on se dit, ouais, bah demain, etc. Parce qu'il n'y a pas justement cet enjeu, il n'y a pas... Ceux qui galèrent par exemple à se lever le matin, je vous garantis, enfin, si vous faites l'armée, ça sera plus quelque chose de contraignant. Parce qu'au bout d'une semaine, 2 semaines et tout, voilà, c'est tellement quelque chose par défaut que ça va devenir la norme. Et pour clôturer sur tout ça, on va clôturer sur ce qu'on appelle un schéma à la fois. Ça s'appelle une courbe de Gauss. Vous connaissez peut-être déjà. Et c'est à chaque fois qu'on doit se dépasser, apprendre de nouvelles compétences, ou se challenger, ou introduire une nouvelle habitude, on commence. On dit bah, c'est difficile, j'y prends pas plaisir, etc. Et on s'arrête là. C'est comme on peut grimper sur une montagne et on a un fardeau qui est son passé, qui est ses croyances limitantes, etc., qui est sa zone de confort. Sauf qu'une fois passé, ce qu'on verra jamais si on s'arrête en cours de route, c'est quand on arrive à un certain niveau, qui selon les études scientifiques va durer entre 21 jours, 15 jours et 60 jours, cette zone de confort devient, on élargit, ce n'est plus une zone de confort, c'est juste une habitude. Typiquement se brosser les dents, si demain on devait présenter ça à des pygmées ou à des personnes qui ne l'ont jamais fait, pour eux c'est quelque chose de tellement contraignant, comment tenir la chose, de faire 2 fois par jour pendant 2-3 minutes, etc. Alors que pour nous c'est tellement quelque chose qui est plus du tout challengeant. La deuxième chose c'est comment appliquer ces mécanismes-là. C'est-à-dire là on a fait un peu une étude globale, stratégique à 360, mais comment influencer les autres. Donner des tips, un peu des choses qui peuvent être appliquées dès aujourd'hui, dès demain, pour démultiplier son pouvoir d'influence, son pouvoir de leadership. L'une des premières choses que j'ai fait, que je fais à chacune de mes conférences, c'est le storytelling. C'est faire passer des valeurs fortes, faire passer un message. J'aurais pu vous dire alors bonjour, le leadership c'est ça. Je vous ai raconté mon histoire, je vous ai raconté un peu des choses qui a donné beaucoup plus de sens, ce qui a aussi peut-être mis de côté un peu le côté spectateur, le côté jugement dans certains d'entre vous, ce qui est complètement normal, pour s'identifier à cette personne-là. Et c'est ça en fait l'une des composantes et l'une des stratégies essentielles dans le leadership, c'est de pouvoir un peu influencer grâce au storytelling, grâce à cette histoire-là où on sent quelque part, identifié à une certaine personne. Et pour faire maintenant des conférences, et ça devient un peu une blague, quand je fais des conférences ou des pitchs avec d'autres entrepreneurs, ils montent sur scène. J'en ai fait une il y a encore une semaine, je n'avais pas dormi de la veille. J'avais fait une conférence le matin à Paris pendant 2 heures, c'était l'après-midi à l'université de Lille. Il y a 10 entrepreneurs qui sont passés avant moi, ils ont tous parlé de leurs produits pendant 10 minutes, on avait 10 minutes. Je commence, je parle pendant 8 minutes de mon histoire, des choses et tout, un peu partie ce que je vous ai expliqué de mon expérience des 365 jours et comment justement le fait de déchiffrer cette équation-là du dépassement personnel et le fait de le rendre plus amusante était devenue ma mission de vie, ma passion et mon obsession. Les questions-réponses, c'était à 90% pour moi et j'ai passé 2 heures à l'extérieur où j'étais comme ça avec une vingtaine de personnes qui venaient me poser leurs questions, me donner leur carte de visite. J'étais engagé pour une conférence pour une entreprise en avril, un truc à 1000 personnes, etc., qui a lieu au Schema. Et je l'ai dit d'avance à la personne qui était là pour me filmer, je fais, tu vas voir, ça va se passer comme ça, par expérience. Parce que c'est pas, j'ai confiance en moi, souvent on va dire le leadership, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui a du charisme. En fait, il y a des mécanismes un peu. Il y a des choses un peu, des hacks, on peut pirater le système en faisant des choses comme ça qui vont complètement changer la donne par rapport à je vais te transmettre un message en frontal en disant il faut que tu fasses ça versus il y a telle histoire de tel membre BNI qui a fait ça ou alors moi tu sais pourquoi je fais le BNI, tu sais quel est le grand pourquoi, je vais t'expliquer en fait. C'était en 2008 et je faisais ça et ça et on m'a expliqué ça puis j'ai commencé et là le message, en fait, il passe tous les filtres du cerveau, tout ce tout ce que l'ego va filtrer pour dire qui est cette personne pour me parler, pour m'expliquer des choses, qui est ce Amine qui vient ici nous expliquer des choses, il n'a que 31 ans et il va nous expliquer la vie, et hop, on fait passer une histoire avec du storytelling et c'est l'un des outils de communication
les plus puissants. Autre outil qu'on peut utiliser, pour le leadership, il y en a tellement. Ça peut être un outil justement de l'écoute, au lieu de vouloir imposer une vision, ou du moins avant de vouloir l'imposer, c'est d'écouter l'autre et de comprendre ses besoins. Comprendre, ok, tu as déjà rejoint le BNI en tant que membre, bah pourquoi? Bah, je veux développer ce que j'ai fait un peu avec vous. Oui, mais pourquoi tu veux développer ton chiffre d'affaires? Je peux le faire de 10 000 façons différentes. Pourquoi BNI spécifiquement? Pourquoi tu es là debout tous les matins, etc. Et là, on va trouver le grand pourquoi. Et juste en écoutant cette personne-là, on va pouvoir, déjà, ils se sent valorisés quand on écoute, ce qui est la moitié du chemin accompli. Mais de plus, on peut s'adapter à cette personne-là avec de l'empathie, apporter une vraie vision, autre que la vision, c'est comme ça, c'est le grand pourquoi, c'est l'objectif, et vous devez tous rentrer dans le moule. Et ça, c'est le fait d'investir sur soi, c'est l'un des meilleurs investissements, qui est très difficile justement à mesurer. C'est-à-dire, souvent on va penser, ok, j'ai moins d'argent, je vais devoir investir dans ça, mais j'ai pas assez pour investir. L'investissement sur soi, c'est peut-être l'investissement qui est le plus exponentiel et qui est le plus important dans la vie. C'est-à-dire, c'est investir sur ses compétences, le reste après, ça devient juste des choses que cette meilleure version de toi-même, avec sa zone de confort beaucoup plus large, peut réaliser de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, que si voilà, je mettais tout et je voyais l'investissement sur soi comme une dépense. C'est-à-dire acheter un livre, acheter une formation, voir un coach, si je voyais ça juste comme payer le loyer, c'est niveau mentalité, c'est pas du tout ça. Et juste pour conclure, c'est par exemple, on a souvent des doutes, on peut avoir des doutes quand on met en place des choses. Voilà, est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce que les autres vont penser si je me positionne en leader alors que je pense ne pas avoir encore confiance en moi, etc. Mais les doutes, ça provient de l'inaction. Dès qu'on est dans une démarche de stratégie, de quelle est la meilleure méthode, qu'est-ce que je fais et tout, c'est là où on est en doute. Dès qu'on est en action, dès qu'on est en mouvement, on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas être en doute pendant qu'on est en action. C'est automatiquement qu'on est arrêté, qu'on est en pleine réflexion. Donc, il va y avoir des doutes, c'est normal, mais dès que vous avez une sensation de doute, que ce soit dans le fait d'animer vos groupes, etc., il est temps de dire, ok, je ne suis peut-être pas assez en action, je retransforme mes objectifs, mon système de progression, je le base uniquement sur les actions. Et croyez-moi, quand on est un commercial, par exemple, quand j'étais commercial et que j'avais encore peur du rejet, quand j'ai transformé ça en, ok, ton action aujourd'hui, c'est d'appeler 25 prospects, point barre, j'ai même transformé mes peurs, mes croyances limitantes, je les ai transformées en objectifs intermédiaires. C'est-à-dire que j'avais un tableau, j'avais mes objectifs et j'avais un tableau de mes peurs. Ok, mes objectifs, c'est trouver l'amour par exemple. Ok, me prendre un râteau. À chaque fois que j'avais ça, je mettais une croix. Ok, mon objectif, c'est il y en a plus, il y en a plus. Mon objectif, c'est voilà, de développer mon chiffre d'affaires, de recruter plus de personnes. L'objectif, c'est qu'on me dise, mes peurs, c'est quoi? Qu'on me dise, ton truc, peut-être, c'est une secte. Ton truc, c'est quelle est ta légitimité, qu'on remette en question, qu'on te critique personnellement, un refus, etc. Et tout ça, en fait, au lieu pour le cerveau d'essayer de les imiter, parce que c'est ça, en fait, qui va délimiter cette zone de confort, les barrières sont souvent des peurs qui sont irrationnelles. On ne va pas mourir, c'est juste des choses qui sont ancrées en nous psychologiquement. Les transformer, être dans l'action et transformer ces peurs-là en objectif intermédiaire et avoir un système qui permet aussi de les mesurer, c'est quelque chose qui peut changer une vie. C'est quelque chose qui peut changer une vie et on ne voit plus les peurs comme quelque chose à éviter, mais comme des difficultés obligatoires sur le chemin. Et il suffit de voir des mentors, de voir leur vie, de s'inspirer des gens qui ont déjà atteint ce qu'on a voulu atteindre et de voir tous les échecs, tous les refus qu'ils ont essuyés et on finit par en conclure que c'est inévitable, ça fait partie du chemin et pourquoi pas les transformer en objectifs. C'est pas Idriss Aberkan qui dit qu'une réussite c'est d'échec en échec sans se décourager ou C'est pas lui qui disait ça, je crois. Mais il l'a dit. Mais lui il disait que l'échec est un diplôme. Justement, par exemple, aux États-Unis, pour monter une boîte, vous avez plein d'échecs avant d'autres boîtes et tout. C'est quasiment un diplôme, comme si vous avez un diplôme de Harvard. En Europe, c'est encore différent. C'est des échecs, ah oui, t'as coulé ta boîte, même pour faire commercial par la suite. Je passais des entretiens avec
avec des personnes dans la boîte et tout. Ils ne voulaient pas prendre des personnes parce qu'ils étaient entrepreneurs et qu'ils avaient coulé leur boîte. Oula, c'est un chamard lui. C'est une différence de mentalité alors que c'est aberrant. Comment veux-tu élargir cette zone de confort? Comment veux-tu élargir ton pouvoir, que ce soit celui de la confiance en soi, du leadership, etc., sans te tromper? Tu peux pas. C'est comme le mec qui voulait créer la meilleure guitare de tous les temps. Il l'a jamais créé parce qu'il a passé sa vie à revoir la meilleure stratégie où il pouvait avoir 0 échec. Et avant de mourir, il est allé voir l'un des meilleurs artisans du monde. Il fait en fait, ce que tu aurais dû faire, ce que tu peux faire maintenant, c'est aujourd'hui tu fais la pire guitare possible. Et demain tu recommences. Et après tu recommences. Et chaque jour tu recommences. Et c'est comme ça que tu arriveras éventuellement un jour, d'ici quelques années, de créer cette meilleure guitare de tous les temps. Et cette meilleure guitare de tous les temps, c'est vous, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est cette meilleure version de nous-mêmes. Et la vie est un jeu, les amis. À nous de jouer. But that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. They'll keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude stay frosted. And I'm intending to bring a revolution. There are far too many problems, but far few solutions.